Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour nous avoir permis de participer aujourd'hui à Aquitaine. Donc, comme il a été dit précédemment, on va vous parler de la sécurité des plugins WordPress autour d'un talk qui s'intitule « Les plugins WordPress passent sur le billard ». Voilà. Donc, dans un premier temps, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Margot Dabert, consultante en cybersécurité au sein du pôle évaluation d'Intrinsec, et j'ai fait partie de la promotion 2021, donc de la filière informatique de l'ENSER MathMeca, donc dans la spécialité RSR qui co-organise aujourd'hui l'événement, donc la promotion précédente. Et du coup, moi, je suis Nicolas Decalieux, donc je travaille également chez Intrinsec avec Margot. Donc, moi, je suis consultant en sécurité, donc toujours sur le pôle évaluation, qui est le pôle qui réalise notamment tous les audits et tests d'intrusion, avec notamment toute la partie sécurité offensive. Je suis également team leader et responsable de l'ordre des tests d'intrusion externes, et je travaille donc chez Intrinsec depuis 2019. Et c'est justement dans ce cadre des tests d'intrusion externes ou applicatifs qu'on va faire cette présentation sur WordPress. Donc déjà, pour contextualiser un peu, avant de rentrer dans le détail, expliquer un peu pourquoi WordPress, pour nous, c'est un élément qui est intéressant en termes de sécurité et pourquoi on prend ce temps pour parler de WordPress. Premièrement, je vais juste donner quelques chiffres, après on rentrera plus dans des choses plus techniques, mais WordPress aujourd'hui, ça représente quasiment 40% des sites web qui sont référencés sur Internet, ce qui est énorme et qui couvre tout type d'applications pour tout type d'entreprise, que ce soit des petites entreprises ou des grosses entreprises, parmi les top 100 des sites les plus visités par exemple. Plus dans le détail, on a par exemple 30% des sites de e-commerce qui utilisent la solution WooCommerce. Et WooCommerce, c'est un plugin qui se base du coup sur WordPress. Et du coup, 30% des sites de e-commerce, qui est quand même énorme, utilisent en fin de compte WordPress. Donc là encore, on a un vecteur d'attaque qui est énorme pour les attaquants. Finalement, WordPress, c'est un élément, c'est un composant, un CMS, un gestionnaire de contenu qui est très modulaire, qui se base sur un système d'extension ou de plugin. Et aujourd'hui, il y a plus de 59 000 ou quasiment 60 000 extensions qui sont référencées sur le dépôt officiel de WordPress, sachant que chaque extension, étant développée par potentiellement n'importe quel développeur, peut être une source de vulnérabilité. Et c'est des choses qui vont être insérées au sein des applications et qui du coup représentent également un vecteur d'attaque important. Pour rentrer plus sur l'aspect justement sécurité et l'aspect des attaques, je vais simplement reprendre quelques statistiques qui nous sont fournies par WordFence. Donc WordFence, c'est une entreprise qui propose justement un plugin qui rajoute une couche de sécurité sur WordPress. Et il publie régulièrement des statistiques sur le nombre d'attaques qu'il détecte sur du coup les sites WordPress qui utilisent leur solution. En 2020, ils ont référencé plus de 90 milliards de tentatives de connexion malveillantes sur des applications WordPress. Plus de 4 milliards de tentatives d'exploitation de vulnérabilité en tout genre, donc injection SQL, XSS, passe traversale, etc. Donc quasi 1 milliard d'injections SQL. Donc on reviendra après sur cet exemple-là. Et en fin de compte, on a plus de 57 millions d'adresses IP uniques différentes qui sont utilisées, ce qui montre bien que WordPress, pour les attaquants, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, en fin de compte, une vulnérabilité peut permettre de compromettre énormément d'applications et donc énormément d'entreprises différentes. Donc maintenant, je vais vous présenter une méthodologie pas à pas. Donc c'est un exemple de méthodologie, il en existe beaucoup d'autres. Mais donc je vais vous présenter celle-ci. Donc la première étape constitue en fait à installer un environnement de test, donc un environnement en local et non sur un site en production. Donc qui va permettre en fait de déployer une instance de WordPress et venir ensuite installer le plugin que l'on souhaite auditer, et donc dans une version en particulier. Ensuite, une deuxième étape correspond à l'étude statique, donc c'est-à-dire l'étude du code source du plugin, vérifier un petit peu toutes les entrées utilisateurs que l'on peut identifier à cet endroit-là, ainsi que la gestion des autorisations. Et en fait, cette étude-là est également, fonctionne de pair avec l'étude dynamique, qui elle constitue plutôt le fait que, une étude sur l'application directement testée à la main ou à l'aide d'outils. Et donc, ça peut suivre, par exemple, le testing guide de l'OWASP que l'on utilise pour toutes les applications web, par exemple, avec des spécificités qu'on détaillera par la suite qui sont propres à WordPress. Et donc, une dernière étape sur le signalement des vulnérabilités lorsqu'on en retrouve. Donc, ça correspond en fait à avertir l'éditeur de plugins ainsi que WordPress, et ensuite, dans un second temps, éventuellement WordFence ou WP-Scan. Donc maintenant, je vais présenter des points d'entrée qui sont spécifiques à WordPress et qui donc sont un petit peu plus intéressants dans le contexte de notre présentation. Donc d'abord, il y a les hooks.
En fait, lorsqu'un plugin est développé, il va y avoir des fonctions qui vont venir s'incruster à certains moments de l'exécution du CMS. Et donc, c'est possible à l'aide des hooks. Les hooks, c'est donc créé à l'aide de fonctions comme addAction, qu'on peut voir ici, ou addFilter. Et en fait, ça va permettre de lier un événement en particulier à une fonction donnée. Donc, par exemple, pour l'événement admin_init, ça correspond au chargement du tableau de bord administrateur de WordPress. Et donc, ça va permettre, par exemple, dans l'exemple que je donne ici, de lier la fonction demo hook qui va juste permettre en fait de faire une petite pop-up sur le navigateur lors du chargement du tableau de bord, donc comme on peut voir ici. Donc ça constitue un premier point d'entrée qui est très intéressant d'étudier justement dans le cadre de recherche de vulnérabilité. Et ensuite, un deuxième point, les shortcodes. Donc en fait, pour améliorer l'expérience des développeurs, les plugins peuvent en fait créer des petits raccourcis qui sont sous la forme de balises. En fait, une balise va être associée à un élément créé par le plugin. Donc c'est un peu comme une brique qui est associée et qui va être créée. Et donc ça s'appelle un shortcode. Et donc le premier argument de la fonction addShortcode, ça correspond au nom de la balise, à la petite étiquette qu'on va coller. Et donc on associe une fonction de création d'objets ensuite à cette balise. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple d'un plugin qui existe déjà, donc ContactForm7, qui permet en fait de créer des formulaires sur les pages WordPress. Et donc on peut voir ligne 3 qu'il y a bien la fonction addShortcode pour créer le shortcode. Et ensuite, elle fait appel à la fonction WP7 ContactFormTag_Func qui permet en fait de créer le contenu de la brique, c'est-à-dire un formulaire. Comme on peut voir sur l'image de gauche, dans la partie éditeur de la page, on utilise bien le shortcode qui est donc ContactForm7 avec des arguments. Les arguments sont justement les points d'entrée qui vont être très intéressants parce que c'est les utilisateurs qui ont la main dessus, enfin, les utilisateurs qui peuvent créer du contenu qui ont la main dessus, donc manipulable. Et donc, on peut voir sur l'image de droite ce que ça donne, en fait, ce qui est traduit au niveau du post. Donc, en fin de compte, un plugin, c'est avant tout un composant d'une application web. On essaie dans le cadre de WordPress ou des spécificités des plugins. Mais en fin de compte, voilà, un plugin, lorsqu'on va tester sa sécurité, on va globalement rechercher les mêmes types de vulnérabilités que sur n'importe quel type d'application web. Donc, on va notamment, par exemple, se baser sur des référentiels comme le Testing Guide de l'OWASP, qui a été déjà mentionné, ou sur le Top 10 de l'OWASP, qui du coup est un référentiel des 10 types de vulnérabilités les plus courants qui sont rencontrés. Et donc, typiquement, on ne va pas revenir sur tous les points de ce référentiel, ce n'est pas vraiment l'objectif de cette présentation, ça pourrait faire l'objet d'un talk à part. Mais par exemple, si je prends le premier exemple sur le Broken Access Control, donc la gestion des droits d'accès, en fait, il faut savoir que WordPress a a déjà des éléments de sécurité pour la gestion des droits d'accès, avec des systèmes de rôles, des systèmes de capabilities, qui vont permettre de définir finement quel utilisateur a quel droit sur l'application. Néanmoins, il y a aussi pas mal de choses pour les développeurs de plugins qui sont assez ambiguës. Par exemple, il y a une fonction qui est disponible, qui est la fonction isAdmin. Et cette fonction, si on se base juste sur son nom, on pourrait penser que ça permet de vérifier si l'utilisateur connecté est administrateur ou non. Vu le nom, c'est assez évident. Néanmoins, lorsqu'on regarde la documentation WordPress de cette fonction, on se rend compte que la description est assez claire sur le fait que ça n'a pas pour but de vérifier si l'utilisateur est un administrateur malgré son nom. Concrètement, ça va juste vérifier si la requête qui est effectuée est faite sur la partie administrateur d'une application WordPress. Donc, c'est quelque chose qui, pour les développeurs, peut être très compliqué de vraiment se retrouver un peu là-dedans. Et en fin de compte, on peut retrouver dans différents plugins des tentatives de vérification d'autorisation qui se basent sur ce genre de fonctions qui sont utilisées dans le mauvais contexte. Et par exemple, je prends l'exemple d'une CVE qui est sortie en 2019. Donc, c'est une CVE qui regroupait globalement plusieurs types de vulnérabilités, qui se concluait par une RCE, donc qui est un type de vulnérabilité à part, et là je ne vais pas trop en parler. Mais on voit que le point d'entrée qui conduit à la RCE, donc le point d'entrée qui est défini ligne 2, est conditionné par le fait que la fonction isAdmin retourne vrai. Donc le développeur pouvait penser que ça sous-entendait que seuls les administrateurs de l'application pourront accéder à cette fonctionnalité-là. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Il suffit juste de faire une requête au bon endroit, même en tant qu'utilisateur non authentifié, et ça va passer.
Ensuite, on voit que dans le corps de la fonction qui va être appelée, on va avoir une deuxième fonction check_admin_referrer. C'est également une fonction qui peut prêter à confusion, parce que dans certains contextes, elle va pouvoir effectivement ajouter une phase de vérification d'autorisation, mais en fin de compte, ce n'est pas vraiment le rôle de cette fonction. Et on reviendra après sur le rôle concrètement. Là encore, si on regarde la documentation, on voit que WordPress est très clair sur le fait que ce n'est pas une vérification, c'est pas une fonction pardon, qui a pour but de vérifier les autorisations. C'est une fonction qui a un tout autre but, mais dans le cas présent de cette CVE-là, en fait, c'était possible de contourner cette fonction et de complètement contourner du coup la pseudo-gestion d'autorisation qui découlait de ça. Et donc, en fin de compte, ces deux fonctions, qui dans un premier temps pouvaient laisser penser qu'il n'y avait pas de défaut d'autorisation, étaient très simplement contournables pour un attaquant, et on pouvait du coup accéder à l'ensemble des fonctionnalités, et notamment une des fonctionnalités qui comportait une CVE, enfin une RCE, pardon. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans les différentes documentations, WordPress propose une fonction dédiée pour la vérification des autorisations, avec notamment la fonction current_user_can qui va vérifier justement le rôle et les capabilities de l'utilisateur connecté. Ensuite, faire attention également à la surface d'attaque. Margot a parlé justement des points d'entrée, et c'est quelque chose qu'on peut en partie contrôler et s'assurer qu'un point d'entrée, par exemple, va nécessiter d'être authentifié, alors que certains n'ont pas nécessité d'être authentifiés. Donc, avoir aussi une visibilité sur ça qui est quand même important. Et le dernier point, c'est de faire attention que les autorisations, il y a un aspect vertical, tout ce qu'on va appeler les élévations de privilèges. Donc dire par exemple qu'un utilisateur qui de base a des droits limités va potentiellement pouvoir effectuer des actions qui ne sont pas légitimes. Mais il y a également la partie autorisation horizontale qui globalement consiste à s'assurer que deux utilisateurs qui ont le même rôle auront aussi un cloisonnement, par exemple les données personnelles qui ne sont pas accessibles entre un utilisateur et un autre. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre du fonctionnement du plugin, du contexte dans lequel c'est utilisé. Et là, WordPress donne moins de guides pour faire ça. C'est vraiment en fonction du plugin et au développeur de développer ça lui-même. Donc maintenant, on va aborder un autre type de vulnérabilité, les Cross-Site Request Forgery, donc les CSRF. C'est des attaques qui peuvent toucher en fait toute application web, mais on va voir pourquoi est-ce que dans le cadre de WordPress, ça nous intéresse. Donc, pour résumer un petit peu cette attaque, ça permet en fait à un attaquant de faire réaliser à un utilisateur des actions à son insu. Donc, en fait, ça va leur faire exécuter une requête malveillante qui a été forgée au préalable. Et donc, en fait, il existe des protections contre ce type d'attaque, notamment des jetons anti-CSRF. Et donc, WordPress en a développé un exprès qui correspond aux nonce. Donc, c'est des nombres qui sont utilisés de manière unique. Et en fait, ils ont un caractère qui sont imprédictibles et aléatoires, donc quand ils sont bien paramétrés au préalable. Et donc, ça va permettre en fait de définir la légitimité de la requête. Donc, ça marche de la manière suivante. Donc, lorsque un utilisateur est sur un navigateur et qu'il souhaite réaliser une action ou envoyer un formulaire, par exemple, donc dans un premier temps, il va charger la page où se trouve cette action ou ce formulaire. Donc ensuite, le serveur de son côté va générer un nonce et l'intégrer ensuite dans le code source de la page. Et donc il le crée à l'aide de la fonction wp create nonce. Donc une fois la création effectuée, il va envoyer le code à la page, au navigateur qui permet d'afficher la page avec dans les champs en mode caché le nonce. Ensuite, l'utilisateur va remplir le formulaire ou exécuter l'action. Et le serveur, de son côté, va venir vérifier le nonce à l'aide d'une des trois fonctions que l'on peut voir ici, donc WP Verify Nonce, Check Ajax Referrer qui fait appel à la fonction WP Verify Nonce, et ensuite, il y a également une troisième possibilité, Check Admin Referrer. Donc, une fois que le serveur, de son côté, vérifie le nonce, la validité, il va donc venir valider ou non la requête et envoyer un succès ou non au navigateur. Donc, en fait, pour WordPress, donc, il y a cette protection qui existe, mais il faut savoir qu'elle n'est pas systématiquement vérifiée et c'est ce qui est à cause de nombreuses vulnérabilités dans des plugins WordPress. Donc, notamment, par exemple, une CVE qui a été trouvée cette année sur un plugin, sur le plugin WP Fluent Forms, encore une fois, un plugin pour des formulaires. On voit bien, donc, ligne 7, qu'il y a la création du nonce qui est dédiée justement aux actions de ce plugin. Sauf que, donc on voit bien également lorsqu'on crée un
un formulaire. Donc là, c'est un formulaire d'enregistrement. On voit bien que dans les champs cachés, il y a la valeur non prédictible de notre nonce. Et donc, en fait, le problème, c'était que cette valeur n'était pas vérifiée dans le code du plugin. Donc, une ligne a été rajoutée exprès, donc c'est la ligne 5 ici. On voit donc verify nonce. Et donc, ça fait appel à la fonction WP verify nonce, comme on a vu précédemment. Et donc, sinon, ça aurait pu en fait permettre à un attaquant d'utiliser une attaque tierce. Donc, ça peut être aussi bien des attaques de social engineering ou autrement en compromettant un site tiers. Et donc, ça pourrait en fait permettre de forger une requête malveillante qui automatiserait l'envoi de ce formulaire-là et usurperait un petit peu l'identité de notre utilisateur. Maintenant, on va parler d'un dernier type de vulnérabilité qui est très connu, les injections SQL. Donc simplement, pour expliquer très rapidement, une injection SQL, globalement, c'est lorsque une entrée utilisateur, non maîtrisée, on va dire non traitée correctement, est utilisée pour générer une requête SQL. Et globalement, cette requête SQL va pouvoir, le comportement de la requête SQL va pouvoir être modifié par un attaquant, ce qui permettra du coup d'exfiltrer des données en base de données, potentiellement porter atteinte à l'intégrité des données selon le contexte, etc. Donc, c'est une vulnérabilité qui est très connue et globalement, voilà, les plugins WordPress ne font pas exception à ce type de vulnérabilité. Néanmoins, lorsqu'on regarde le code source de WordPress, donc du cœur de WordPress, on se rend compte qu'il y a une fonction WP Magic Quotes qui est appelée de façon systématique dans le fichier wp-config.php. Donc, wp-config.php, c'est un fichier qui est appelé de façon systématique pour tout appel sur une page WordPress. Donc, c'est une fonction qui est appelée du coup WP Magic Quotes, qui est appelée systématiquement. Et si on regarde l'implémentation, on voit que globalement, elle va prendre tous les points d'entrée possibles, donc les paramètres get, les paramètres post, les cookies, les variables du serveur, etc. Et il va appliquer dessus une fonction qui va échapper certains caractères, notamment du coup les simples quotes, les doubles quotes et les anti-slash. Ce qui fait que dans certains cas, ça va rendre plus difficile ou parfois même impossible l'exploitation de certaines injections SQL, même si le développeur n'a pas fait de traitement spécifique sur les entrées. Néanmoins, c'est quelque chose qui est complètement contournable selon le contexte, et notamment lorsque l'application s'attend à avoir des entrées numériques, ou lorsque globalement dans la requête SQL ou dans le payload qu'il va falloir générer, on n'a pas besoin de mettre ce genre de caractères, donc des simples quotes, des doubles quotes ou des anti-slash. Et par exemple, on va prendre cette fois-ci un exemple sur une CVE du coup, que Margot et moi avons trouvé récemment, qui est une CVE sur un plugin qui permet de définir des bannières sur WordPress, d'acheter des bannières, de les supprimer, etc. Et en analysant le code source de ce plugin, on a identifié plusieurs vecteurs d'injection SQL dans plusieurs fonctions, et notamment une qui était particulièrement intéressante et que je vais développer rapidement, qui est du coup la fonction de suppression des bannières. Si on regarde le code source, on se rend compte qu'il y a deux endroits où il y a une entrée utilisateur, donc la variable ID, qui est utilisée simplement pour générer une requête SQL sans aucun traitement. On voit que c'est une entrée qui, à la base, qui est attendu d'être de type numérique, donc il n'y a pas de quote ou quoi que ce soit qui empêche de mettre, qui va être bloqué par la fonction de protection dont j'ai parlé juste avant. Et ce qui était intéressant également avec cette fonction, donc là on a clairement quelque chose de vulnérable, c'est également qu'on a en ligne 12 l'appel à la fonction unlink. Donc la fonction unlink, c'est une fonction qui permet de supprimer des fichiers, et que le paramètre de cette fonction, c'est le retour de la deuxième requête SQL ligne 11. Donc en fin de compte, ce qu'on s'est dit, c'est que en réussissant dans un premier temps à faire en sorte que sur cette première requête, la valeur de retour soit 1, pour que la condition à la ligne 10 soit validée, et que la valeur de retour à la ligne 11 soit un nom de fichier valide, alors il est possible, en utilisant cette injection SQL, de supprimer des fichiers arbitraires sur le serveur. Ce qui du coup peut avoir différents effets. Ça peut permettre de contourner certaines protections, par exemple en supprimant des fichiers htaccess qui désactiveraient par exemple de l'exécution de code. Ça peut également conduire évidemment à du déni de service en supprimant des informations, le code source de l'application ou même des fichiers qui auraient pu être uploadés, etc. Donc là, dans le cadre de cette présentation, on ne va pas rentrer dans le détail de la construction du payload qui permet de faire ça. Alors, il y a un article de blog sur le blog d'Intrinsèque qui rentre un peu dans ce détail-là. Mais globalement, c'est possible et c'est assez intéressant. C'est un peu plus technique, on va dire, que simplement une exploitation classique d'injection SQL. Mais on voit que dans le cas présent, cette injection, elle a quand même des conséquences assez importantes sur l'application qui utilise ce plugin.
Donc, pour conclure maintenant, on va peut-être faire un petit retour d'expérience sur une application justement de WordPress. Donc, c'était une application de e-commerce avec donc WooCommerce. En fait, on a trouvé une vulnérabilité dans un plugin personnalisé. Donc, c'est un peu pour illustrer vraiment les conséquences sur le monde réel que ça peut avoir. Ça en a vraiment. Et donc, en fait, là, c'était un plugin personnalisé qui permettait d'avoir des coupons de réduction ou des coupons de cadeaux. Et c'était dû, en fait, à un manque de filtrage, de protection des entrées utilisateurs. Notamment, donc, c'était pas tout à fait des injections SQL, mais c'était des défauts au niveau des requêtes qui étaient effectuées vers la base de données. Et en fait, ça conduit directement à un impact négatif de l'image de marque de l'entreprise et également à des fortes pertes financières pour le coup. Donc, c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux au niveau des applications de e-commerce, mais également au niveau des autres applications, puisque donc, sur les blogs de WP-Scan ou de WordFence, qui recensent en fait l'actualité des plugins WordPress, justement, des vulnérabilités découvertes, il y a souvent en fait des fuites de mots de passe, de l'exécution de code arbitraire ou même encore des ransomware. Et donc, ça a véritablement un impact au niveau de la confidentialité des données, leur intégrité et leur disponibilité. Donc, voilà pour conclure. Si vous avez des questions, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, a priori, il y a peut-être quelques questions. On va attendre le premier message. Ok, c'est un remerciement. Donc, là, moi, j'ai un message aussi individuel qui vous remercie parce que c'est effectivement très intéressant. Ça concerne beaucoup d'entre nous, beaucoup de fonctions, d'ailleurs en cyber comme ailleurs, mais souvent qui tournent aussi autour, les fonctions support, qui ne sont pas forcément toujours en liaison avec les services de cybersécurité, voire même avec les services IT lorsqu'il s'agit d'Internet, même si c'est de moins en moins fréquent. Ça reste quand même avec les agences notamment qui peuvent développer pour les sociétés des points d'entrée sacrément à surveiller. Voilà, on vous dit que c'est assez fréquent, effectivement. On vous demande si beaucoup de CVE sont remontés par Intrinsèque. Du coup, c'était la réponse de Thibaut Robin qui travaille également chez Intrinsèque. Ah pardon, excusez-moi. Et effectivement, ça nous arrive de remonter des CVE selon le contexte. Alors, dans le cadre des prestations, ça va vraiment dépendre du temps aussi dédié pour la prestation, selon le temps qu'on a pour approfondir les choses. Et si on a le temps, notamment, du coup, d'identifier des vulnérabilités vraiment sur des solutions, donc des plugins qui ne sont pas simplement des plugins custom, comme ce que Margot a expliqué juste avant. Et du coup, effectivement, on peut être amené à remonter des CVE, soit sur des plugins WordPress ou soit sur d'autres technologies. Oui, chaque année, il y en a quelques-unes à chaque fois qui sont publiées. Donc, il y en a, oui. On vous demande si les plugins de protection marché vont assez loin pour protéger un site. Alors, ça dépend. En fait, ça va dépendre de la configuration de ces plugins et des autres plugins installés. C'est-à-dire qu'il y a certains points qui vont être vérifiés. Ça peut être au niveau par exemple, des éditeurs de plugins qui sont disponibles sur l'interface administrateur. Ça peut être les clés privées qui sont définies au niveau du fichier de configuration wp-config. Mais en fait, il y a certains paramètres sur lesquels le plugin n'aura pas la main, puisque ça dépend de trop de choses finalement. Mais c'est déjà un très bon début pour protéger son application. Globalement, c'est quelque chose qui est plus générique avec l'utilisation d'un WAF. Vu que voilà, ces solutions de protection, elles vont effectivement avoir un aspect de check de la configuration, comme Margot l'a dit, mais également d'analyse du trafic et d'essayer de détecter des vulnérabilités. Globalement, c'est le travail d'un WAF. Et globalement, les WAF, ça ajoute une couche de protection supplémentaire, effectivement, mais ce n'est pas ça qui va permettre de corriger la source des vulnérabilités. Et typiquement, il y a certains types de défauts qui vont être quasi impossibles à couvrir par un WAF. Et par exemple, je parlais des défauts d'autorisation. Un plugin de protection ne va globalement pas être en mesure de savoir si une requête d'accès à une ressource est légitime ou non. Le WAF, il ne sait pas si j'essaie d'accéder à une facture, est-ce que c'est la mienne ou c'est pas la mienne. Ce n'est pas à lui de faire ce genre de check. Donc effectivement, il y a des types de vulnérabilités, notamment d'injection, où le WAF va pouvoir faire un premier tri et supprimer les requêtes, je dirais, évidentes d'attaque. Mais après, il y a toujours régulièrement des requêtes de contournement de WAF, de contournement de protection qui existent. Et du coup, ce n'est jamais une solution qui est complètement suffisante, même si elle réduit quand même significativement
les risques d'attaque. Je dirais que c'est particulièrement vrai dans le cas de WordPress, où beaucoup d'attaques se basent notamment sur des CVE. Et des plugins comme WordFence, par exemple, vont mettre en place des filtres personnalisés en lien avec les CVE pour justement détecter vraiment les attaques spécifiques à une CVE et du coup apporter quand même une couche de protection qui est assez efficace contre notamment les attaques de masse sur WordPress. Parfait. Dernière question, et après, il va falloir malheureusement qu'on avance, mais la discussion se poursuivra dans le chat, bien sûr. Quel outil utilisez-vous pour l'audit du code statique? Alors, il y a plusieurs choses, soit des outils open source, mais sinon, on est également amené à travailler avec Checkmarks, par exemple. En fait, après, selon le contexte, notamment dans le cadre de plugins WordPress, on est souvent sur des codes sources qui sont assez faibles en termes de taille. Et dans ces cas-là, en fait, un audit manuel est globalement tout aussi efficace et plus efficace en termes de temps que de passer par un outil, externe où il va falloir faire le tri des faux positifs, etc. Typiquement, dans l'exemple du plugin sur la gestion des bannières, on a quand même un code source qui est assez faible en termes de nombre de lignes de code et du coup, c'est quand même assez rapide de checker à la main et d'être assez exhaustif en fin de compte sur les tests. Ça va vraiment dépendre du contexte et de la taille et du nombre de lignes de code auditées. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci pour votre Merci à vous. On se poursuit dans le chat. Je pense qu'il y a sans doute encore quelques petites questions qui vont arriver. Parfois, ça vient au fur et à mesure de la conversation. Je vous remercie.